Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau dialogue en direct avec ce soir un invité qui sera avec nous dans quelques secondes. On va parler avec lui de son dernier livre, Manuel de lutte contre la diabolisation. On va voir un peu ensemble ce qu'est la diabolisation, même si on a une vague idée de ce que ça peut être. J'étais avec Jean-Marie Le Pen la semaine dernière et il aurait pu également nous en parler. L'intérêt de ce livre, et c'est ça qui est vraiment très très bien fait, c'est qu'il nous décrit parfaitement ce qu'est la diabolisation et comment surtout combattre cette diabolisation, comment s'en défaire, comment la reconnaître, quelle forme elle peut prendre, qui attaque qui. Bon, ça, on a aussi une petite idée. Et pour ça, donc, j'accueille Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir Grégory Rose, Comment merci de votre allez-vous? accueil. Merci. C'était... Parfaitement, parfaitement, et toujours en pointe, moi je l'espère, dans la lutte contre la diabolisation et le refus de la diabolisation. Et de longue date, puisque je ne vous ai pas présenté, puisqu'on ne vous présente plus, mais ceux qui suivent un petit peu Télé Liberté, Polémia, ah zut, j'ai un petit trou de mémoire, Les Bobards d'Or, et puis l'Institut Là, Iliade, c'est une Iliade, oui, absolument, oui. pour ne citer que, savent que vous êtes très très actif dans ce domaine. Alors première question, Jean-Yves Le Gallou, par rapport à votre livre que je remonte, hein, on me dira tout à l'heure, mais il est disponible à la Nouvelle Librairie pour le modeste prix de 7 € aux éditions La Nouvelle Librairie. Donc, vous allez vous attaquer directement dans votre livre puisque vous dites très clairement que la diabolisation, c'est d'abord la terreur au nom du bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle forme elle prend, cette diabolisation, pourquoi elle a lieu et peut-être Si vous voulez, son petit historique? la diabolisation, elle a pour objectif d'empêcher l'expression de toute idée politiquement incorrecte. Voilà. Et donc, il y a le camp du bien. Le camp du bien, c'est le camp des mondialistes, c'est le camp des constructeurs, c'est le camp LGBT. Ça, c'est le camp du bien. Mais si à un moment ou à un autre, vous estimez qu'il faudrait mieux limiter l'immigration ou qu'il faudrait mieux défendre une culture plus traditionnelle, à ce moment-là, vous êtes dans le camp du mal et on va vous faire payer le fait d'être dans le camp du mal en vous diabolisant, c'est-à-dire en expliquant que vos idées sont insupportables, qu'elles sont dangereuses, qu'elles rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. L'objectif est de vous faire taire. Et l'objectif n'est pas seulement de faire taire celui qui tient ou qui pourrait tenir des propos politiquement incorrects ou contraires à la doxa. L'objectif, c'est aussi de faire peur aux autres. Puisque on va dire, vous voyez, lui, il n'a pas respecté les règles, il a voulu exprimer des opinions différentes de celles qui sont admissibles sur l'immigration, sur le climat, sur les valeurs, enfin peu importe. Et donc, vous voyez ce qui lui est arrivé. On l'a diabolisé, l'objectif étant la mort sociale, si vous voulez. Voilà. Et donc, la diabolisation a un double objectif, faire taire celui qui tient des propos qui ne conviennent pas bien au système dominant, et surtout dissuader les autres de faire la même chose. Ah, est-ce qu'on peut dire pour autant que cette diabolisation, elle est pilotée par une espèce par quelqu'un, une espèce de pression sociale où on entend souvent dire que les médias sont les premiers diabolisateurs, ce qui est plutôt vrai. Comment est-ce qu'on explique que cette diabolisation s'auto-nourrit d'elle-même? Je crois que fondamentalement, c'est la pression sociale. Hein. C'est la pression sociale qui fait qu'au fond, tout le monde a peur du voisin. Dans les salles de rédaction, on a davantage peur des autres journalistes que du patron, à la limite. Hein. Et donc, le contrôle est beaucoup plus fort parce que c'est un contrôle en quelque sorte total. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'il y a aussi des personnalités ou des puissances plus diabolisantes que d'autres, hein, bien sûr. On peut penser à quelqu'un comme Soros. Mais même si Soros joue un rôle très important en matière de diabolisation, notamment y compris contre certains chefs d'État, je pense à Orban par exemple, même si Soros joue un rôle important dans la diabolisation, c'est pas le chef d'orchestre clandestin, c'est une personnalité d'influence, mais la diabolisation, c'est un peu tous les autres contre celui qui va s'écarter du troupeau. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En Hmm. tout cas, c'est comme ça que ça marche dans les salles de rédaction. Alors, on va voir tout à l'heure comment se défaire de la diabolisation. Vous avez pas mal travaillé sur ce sujet et vous y connaissez beaucoup puisque vous faites partie des premiers à avoir défriché un peu les sentiers de la dédiabolisation.
Et vous avez connu, une époque aussi où, vraiment être diabolisé, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait être vraiment ostracisé, montré du doigt, parfois perdre son emploi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2021 donc, la diabolisation a les mêmes formes qu'elle pouvait l'avoir dans les années 80-90, notamment vis-à-vis, par exemple, du Front national? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même être ouvertement, alors je sais pas comment on peut dire, de droite nationale, conservateur, pro-Zemmour, pro Marine Le Pen, par exemple? Bah, écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit forcément plus facile aujourd'hui qu'hier, dans la mesure où il y a une certaine montée des interdits professionnels, où on n'hésitera pas à dénoncer quelqu'un pour ses opinions politiques et à lui faire perdre son emploi. Je prends par exemple un des garçons qui avait été responsable de Génération Identitaire, qui avait mené une action de Génération Identitaire. Il s'est trouvé viré par sa banque. C'est pas absolument certain que la même chose se serait produite il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a, d'un certain point de vue, plus d'acteurs de la diabolisation, dans la mesure où beaucoup d'entreprises se sont ralliées finalement au système dominant et relaient en quelque sorte la diabolisation. Donc il y a un double phénomène. Il y a une diabolisation qui se renforce d'un côté, mais aussi de plus en plus de gens qui constatent que le réel va contre les idées dominantes et qui défendent le réel, défendent d'autres idées, défendent des idées plus conservatrices, plus identitaires, malgré la diabolisation. Donc il y a un petit peu un renforcement des deux côtés. La bataille est plus vive à certains côtés, à certains Alors, égards. très concrètement, quelles sont les bonnes recettes du petit diabolisateur? Pour paraphraser ce que vous écrivez dans votre livre, Les, page 14. Oui, les bonnes recettes du petit diabolisateur, il y en a beaucoup. Il y a la simplification, il y a la réduction ad Hitlerum, ça c'est une classique. Vous aimez les chiens, Hitler aussi aimait les chiens, donc c'est bien la Donc preuve vous êtes que nazi, voilà. vous êtes nazi. Voilà, ça c'est vraiment les classiques. Il y a aussi, mais la technique de la diabolisation, c'est aussi l'intimidation. Vous remarquerez que dans beaucoup de débats sur les médias dominants, on va dire à quelqu'un qui ne sera pas tout à fait dans la ligne, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça, ce qui suppose qu'il y a des idées qu'on a le droit d'exprimer et d'autres qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Et puis, il y a la réduction, ce qu'on appelle la mise en cause des discours de haine. Vous allez donner des faits purement factuels, hein, et puis on va vous dire, oui, mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire parce que c'est un discours de haine. Voilà. Et donc le discours de haine est défini aujourd'hui, non pas parce qu'il serait violent, non pas parce qu'il inciterait effectivement à la haine contre telle ou telle personne, contre tel ou tel groupe, mais simplement parce qu'il est politiquement correct. Si vous dites, il n'est pas absolument certain que les immigrés ne soient pas une chance pour la France, si vous dites, bah oui, on est désolé de le dire, mais il y a une surdélinquance immigrée, si vous dites, on est désolé de le dire, mais aux États-Unis, il y a une criminalité noire beaucoup plus importante qu'une criminalité blanche. Alors là, on va vous dire, vous tenez un discours de haine. Alors que ce n'est pas un discours de haine, c'est un discours de fait, c'est un discours factuel. C'est ça. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, quand on parle de diabolisation, on fait référence notamment à l'immigration et aux critiques de l'immigration, mais elle prend plusieurs formes aujourd'hui, cette diabolisation, finalement, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître tout un tas de phobies, la grossophobie, la roussophobie, enfin, il y a tout un tas de phobies, la transphobie, l'homophobie. Alors aujourd'hui, on Vous, peut être vous finalement savez que je diabolisé pour tout un milite tas de pour sujets. vous savez que je milite pour la reconnaissance de la chauvophobie, hein, qui n'est Ah pas bah oui, encore effectivement. prise en compte. J'avais d'ailleurs prévu d'organiser une manifestation le 1er avril de l'année dernière, qui a été reportée au 1er avril de cette année, mais à chaque fois, on est bloqué par la dictature sanitaire. Mais vous voyez, on oublie, on parle de la grossophobie, on parle de la transphobie maintenant La beaucoup, hein. dictature des shampoings. Mais voilà, mais on oublie la chomophobie qui est quand même gravissime, vous en conviendrez. Tout à fait. J'espère que vous allez monter un collectif bientôt Ben, j'avais pour monté un lutter contre. collectif, mais qui est un peu en sommeil en ce moment. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais été moi-même victime, puisque nous sommes tous des victimes finalement, hein, de harcèlement en ligne, disons-le, après un de mes tweets qui critiquait vertement, quoique pas si vertement que ça finalement, ces espèces d'hystérie autour de la
prétendue précarité menstruelle, en disant en substance que s'il y a précarité, ben, combattons cette précarité, mais elle n'est pas plus menstruelle qu'autre chose. Une fille qui n'a pas d'argent pour s'acheter des protections hygiéniques périodiques n'a pas non plus d'argent ni pour manger, ni pour sortir, ni pour se vêtir, etc. Sachant que le prix est d'à peu près entre 3 et 5 euros. Je crois que j'ai été retweeté à peu près de 10 ou 15 000 fois par des hystériques qui m'ont appelé, mais littéralement, il y a eu des menaces de mort, évidemment, des menaces, mais complètement hystériques. Si j'avais dit le 10e ou même le 1000e de ce que j'ai reçu comme plainte, je serais déjà moi-même au tribunal. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce deux poids, deux mesures et aussi ce laxisme des médias qui, normalement, devrait rapporter ce genre de choses finalement, mais ne le font pas, ne le Oui, font que mais dans un alors sens, mais écoutez, pas dans l'autre. moi je crois, si vous voulez, que ce type de harcèlement, il faut absolument pas le prendre en compte. Je veux dire, voilà, Ah vous non, avez moi, il m'a 15 beaucoup 000 amusé, je m'en suis personnes, servi d'ailleurs, hein. vous avez Soyons 15 000 clairs, hein. personnes hystériques contre ce que vous avez dit, bah, c'est pas grave, vous avez 15 000 personnes hystériques. Vraiment, il faut pas du tout, moi je suis pas du tout partisan de se victimiser. Il faut vraiment laisser passer, voilà, bon, ne pas se laisser intimider, en tout cas, ce qui Tout à n'a pas fait. été votre cas. Non, non. Le problème de la majorité des gens, beaucoup de gens, la majorité, j'exagère, mais beaucoup de gens, en fait, quand ils sont mis en cause, quand ils sont diabolisés, ils ont tendance à s'excuser. Voilà, et à reculer. Et ça, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Voilà. si vous vous excusez, si vous reculez, eh bien, à ce moment-là, vous êtes piétiné. Et malheureusement, c'est un des conseils que je donne dans le manuel de lutte contre la diabolisation. C'est un peu le conseil qui fait que la monarchie britannique tient depuis quand même un certain nombre de siècles. Et c'est un peu la pratique qu'a tenue notamment la reine d'Angleterre. Never explain, never complain. On ne se justifie pas. Voilà. On C'est l'un de défend vos sa premiers conseils, position, hein, voilà. on maintient le cap. Voilà, ça c'est un conseil important. Et c'est pas si simple que ça, parce que quelqu'un qui va être diabolisé, quelqu'un qui va être attaqué, il va avoir tendance à penser qu'il a eu tort, il va avoir tendance à s'excuser, et Mmh. très probablement son entourage, ses collègues vont lui dire ah, t'as peut-être été un peu trop loin, excuse-toi. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il faut réaffirmer ce qu'on a dit, éventuellement sous une forme un peu différente, mais il ne faut jamais plier. Voilà. Ça, c'est le conseil absolument fondamental que je donne. Euh, Diaboliser, ne cédez pas à la diabolisation, résistez à la diabolisation, continuez à être transgressif, continuez et mettez en cause ceux qui vous diabolisent. Il ne faut pas rester sur la défensive, il faut passer à l'offensive. C'est ça, c'est ce que vous dites dans votre livre. D'ailleurs, on arrive au chapitre 2, comment combattre la diabolisation. Donc votre premier conseil, c'est faire face, assumer. Mais pour ça, il faut quand même une certaine force de caractère et à défaut, pour pouvoir se rassurer, et on assiste pardon, à la naissance et à l'augmentation de petites communautés, de petits groupes communautaires en France. Je pense notamment à, l'équipe communautaire Paris, par exemple, qui est là aujourd'hui, qui nous pose une question que je vous poserai tout à l'heure. Il y a aussi l'Alvarium, je crois, sur Angers. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites démarches qui consistent à se retrouver, faire des activités sociales entre soi, enfin pouvoir se rassurer et dire, «On n'est pas seul finalement, on n'est pas fou, Moi, on n'est pas seul. je Ce qu'on suis voit, tout à on n'est pas les seuls à le fait, voir». oui, je suis tout à fait favorable à ces démarches, qui sont des démarches, effectivement, vous avez employé le mot juste, qui sont des démarches communautaires, où des gens se retrouvent ensemble, souvent effectivement sur une base d'idées communes et sur une base territoriale. C'est le cas de l'Avalarium qui est à Angers, c'est le cas de l'équipe communautaire de Paris, qui se retrouvent entre eux, qui font des actions, qui lisent, qui se forment, qui agissent et qui, encore une fois, sont dans une démarche de communautarisme identitaire qui me paraît effectivement une des formes d'avenir. Il faut tout à fait encourager cela. C'est comme cela qu'on va défendre notre identité. Je crois que les idées d'assimilation, d'universalisme, ce sont des idées qui sont aujourd'hui dépassées, qui sont dépassées par les événements. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est que les Européens se retrouvent entre eux pour défendre leur culture, pour défendre leur civilisation. Et effectivement, bah, c'est plus simple sur une base territoriale quand même, parce que malgré, et nous parlons
par écran interposé, mais moi je suis toujours partisan de ce que j'appelle les réunions mammifères, où on se retrouve directement, on a besoin de se voir, l'homme est un animal social. Mm, mm. Bon, alors en dictature sanitaire, c'est un petit peu difficile, mais l'homme est un animal social et il faut que les hommes et les femmes qui souhaitent continuer la grande aventure européenne se retrouvent entre eux, se voient et se retrouvent sur une base territoriale, évidemment. Pardon, ça a coupé, vous disiez? Se La retrouvent fin de sur votre une phrase? base territoriale. Voilà. Vous ne pensez pas que du coup, alors ça, c'est vrai que c'est une démarche qui est assez intéressante. Est-ce que par contre, le fait de vivre en communauté, c'est d'une part une manière de retrouver, ses sources, de vivre non pas entre soi, mais finalement, avec les indigènes, les autochtones au sens noble du terme. Est-ce on n'a pas le risque de devenir une communauté parmi tant d'autres par contre? Il faut mieux être une communauté parmi d'autres que disparaître en tant que communauté. Voilà. Euh, Bien sûr, je pense, si vous voulez, que le système assimilationniste, le système de l'État-nation, il est tenable quand il y a une ethnie majoritaire à 80 ou 90%. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les Européens sont encore majoritaires, mais ils ne représentent plus, les Européens, les gens d'origine de la civilisation européenne, ils ne représentent plus 90% de la population française. Ils ne représentent plus 80% de la population française, et un peu moins chez les jeunes générations. Donc, la communautarisation, c'est la seule manière aujourd'hui de survivre. Alors, pour revenir à ce que vous proposez, vous, ce que vous suggérez pour combattre la diabolisation, pour revenir sur le thème de ce soir, vous dites donc ni provocation, ni concession, et la jouer solidaire, ne pas accuser l'autre d'être plus xénophobe que soi, par exemple. Oui, alors ça, c'est une des choses que je trouve le plus exaspérante. Mais là Mhm. aussi, c'est Ça, c'est vrai. difficile parfois à Ouais. expliquer. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en diabolisant leurs voisins, On l'est moins, celui du qui coup. va être un petit peu plus radical qu'eux sur l'immigration ou sur les valeurs, enfin que sais-je encore, ils pensent qu'en diabolisant celui qui est un petit peu plus radical qu'eux, ils vont se dédiaboliser. Et ça, Les c'est une républicains ont les oreilles qui sifflent. par exemple, oui, mais il y en a d'autres qui pourraient avoir les oreilles qui sifflent. Hein. Bon, c'est une tendance un peu générale. Voilà. Je donnerai d'ailleurs un exemple concret et actuel. Or, en fait, quand vous contribuez à la diabolisation de votre voisin, vous ne vous dédiabolisez pas, vous renforcez la diabolisation. Ouais, c'est Sachant ça. qu'en plus, une fois que votre voisin est diabolisé, c'est à vous qu'on va s'attaquer. Bien sûr. Je prends un exemple. Euh, Ça n'a pas été trop fait quand même, je dois dire. Quand le gouvernement a pris le décret de dissolution de génération identitaire, il est évident que ça n'a pas été trop fait. Certains auraient pu tendance à dire oui, mais ils ont quand même exagéré, etc. Non, parce que une fois qu'eux auront été dissous, s'ils n'obtiennent pas l'annulation devant le Conseil d'État, ça reste à voir, c'est le suivant qui sera sur la bascule. Et donc, c'est tout à fait maladroit. Il faut être solidaires les uns des autres. En tout cas, ne pas attaquer les uns les autres. Je vais prendre un exemple. Euh, il y a un petit groupe, je crois, d'Action française qui a déployé une banderole contre l'islamo-gauchisme Mm, au mm. Conseil régional d'Occitanie. Bon, le Conseil régional d'Occitanie, il subventionne des mosquées, il subventionne SOS Méditerranée. C'est parfaitement normal de les contester. Bon, est-ce qu'il fallait ou pas faire l'opération qu'ils ont fait? Je n'en sais rien. Mais je pense que c'était une erreur de le critiquer. Je sais que certains au Front National, ou même, je crois, du côté de Robert ou d'Emmanuel Ménard, les ont critiqués. Je crois que c'est une erreur. Bon, Mm. je dis ça d'ailleurs. Ils les ont critiqués, c'est une erreur, mais Bouvard-Voltaire a donné la parole, leur a donné la parole, donc c'est pardonné. Mais je crois que c'est une erreur. À la limite, ils n'étaient pas obligés d'approuver, mais il faut pas critiquer, d'autant plus que, je veux dire, dénoncer l'islamo-gauchisme d'une assemblée comme celle d'Occitanie, c'est tout à fait bien. Et puis, bon, intervenir dans les assemblées, c'est quand même un classique du genre. Il y a un an, Extinction Rébellion avait envahi le Conseil régional d'Occitanie, tout le monde avait trouvé ça formidable. Ah là, Alors que là, dans là, ces cas-là, c'est génial.
Ah bah là, dans ces cas-là, c'est génial, c'est du, comment on appelle ça, c'est du happening, hein. Voilà, donc C'est il y a les courageux, bons c'est tout. happenings, il y a les bons happenings et les happenings diabolisants. Bah, il ne C'est faut pas ça. accepter ça. Et du coup, alors, ce que vous faites aussi, c'est que vous dites que l'une des principales armes pour lutter contre la diabolisation, c'est aussi d'avoir des arguments. Et pour avoir des arguments, Il faut c'est de travailler. s'instruire. Voilà, il faut Ouais. travailler, il faut s'instruire. Et vous faites partie de ceux qui bougez le plus pour pouvoir donner de la matière intellectuelle à qui voudra bien se donner la peine d'aller la chercher, notamment par Polémia, par l'Institut Iliade et vos livres, etc. Oui, alors je crois qu'effectivement, il faut travailler. Par exemple, si on a la question, quand il y a eu l'affaire Black Lives Matter aux États-Unis, ben, il fallait travailler, il fallait aller regarder les statistiques, aller voir qu'en matière de délinquance et de criminalité, ben, ce n'était pas la même chez les Blancs et chez les Noirs. Et puis, il faut assumer les chiffres, quand même quand ils sont politiquement incorrects. Donc, il faut travailler. Alors, ce que je crois très positif dans la situation actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait préoccupantes, hein, ne le cachons pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, on va dire, dans la génération des 18-30 ans, une grande demande de formation. Je vois qu'il y a des universités d'été qui ont du monde. Il y a des universités d'été de génération identitaire, il y a celle d'Academia Christiania, il y a celle d'Action française, il y a celle de Renaissance catholique. Il y a beaucoup d'universités d'été. Et puis, il y a des instituts de formation. Il y a l'Institut de formation politique. Il y a l'ICEP de Marion Maréchal, il y a l'Institut de formation de l'Iliade, centré sur la Mm. civilisation européenne. Et je crois que vraiment c'est important que cette génération nouvelle travaille et se forme. Et alors, moi, je suis tout à fait éclectique parce que je pousse les gens à aller se former dans ces différents organismes qui sont d'ailleurs plutôt complémentaires les uns des autres, hein. Et qui, pour partie, c'est malheureux à dire, mais viennent un petit peu rattraper le travail que l'éducation nationale n'a pas fait. Alors, petite question, avocat du diable. Alors, je me mets j'ai pas mal de questions. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires là. J'allais dire un téléspectateur, mais c'est pas le cas, hein, nous dit, Un web, un, comment on dit alors? un web, Voilà, un web spectateur, par exemple. un web Et spectateur, oui, nous voilà, dit, oui. est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, puisque effectivement, vous dites qu'il faut éviter de critiquer, est-ce qu'il est bon aujourd'hui, sachant que le Rassemblement national est peut-être la seule formation politique à pouvoir éventuellement être, enfin en tout cas être en position de gagner, est-ce qu'il est bon stratégiquement de les critiquer, même si on sait que tout n'est pas parfait Alors, aujourd'hui, hein? ça peut se discuter. Bah, je dois dire qu'il m'arrive de critiquer le Front National, et notamment, je le critique quand il participe de la diabolisation des autres. Voilà. Quand, lors d'élections précédentes, Marine Le Pen et son entourage avaient fait la police des tweets en éliminant telle ou telle personnalité d'une liste ou tel ou tel candidat d'une liste parce qu'il avait eu un tweet de travers, il participait de la diabolisation. Et ça, je pense que c'est une erreur. Donc, dans ce cas-là, D'accord. ben oui, il m'est arrivé de les critiquer. Par contre, je ne participerai jamais, et je n'ai jamais participé, de la diabolisation du Front National. Même si tel ou tel propos me paraît à un moment ou à un autre pas forcément approprié, je ne participerai pas à sa diabolisation. Voilà. Et mes reproches principaux que je peux faire vis-à-vis du Front National, on peut d'ailleurs trouver ça très critiquable, je le comprends parfaitement, ce serait plutôt d'être un peu pas assez ferme sur les prix, si je puis dire. Voilà, il y a oui, effectivement. Alors du coup, pour là, la réponse est répondue parce qu'il y a eu deux personnes là qui suivent souvent ces lives et qui voulaient que je vous pose cette question. Donc c'est fait, la réponse est très claire et je considère effectivement qu'on devrait être en droit tous de discuter calmement et posément, par rapport à ces sujets-là. C'est parfois un petit peu compliqué. On referme la parenthèse et on en ouvre une autre. Face aux diabolisateurs, l'indifférence, l'ironie, le mépris et le rire libérateur. Je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que oui, la dernière, vidéo de Renaud Camus qui avait invité Estelle Redpil devant les équipes du quotidien. Ah, Et c'est admirable. voilà, pour plein de raisons. Et Oui. vous avez vu l'attitude des deux belligérants, j'allais dire, Estelle Redpil et Renaud Camus, qui ont méprisé et eu un dédain formidablement efficace face à ces équipes harceleurs du quotidien. Et j'ai trouvé ça, du coup, ça illustre pas mal ce que vous dites dans votre livre. Absolument, honnêtement, la jeune Red Pill et Camus ont
ont été, je trouve, admirables dans cette affaire, parce qu'ils assument totalement ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Et donc Quotidien est totalement désarmé vis-à-vis d'eux. Il y a eu une scène un peu comparable il y a quelques années, toujours avec d'ailleurs Quotidien, quand ils étaient venus pour la signature de Zemmour à la Nouvelle Librairie, et où Bousquet les avait traités aussi de cette manière, en disant mais vous n'êtes pas des journalistes, voilà, des clowns. et refuser totalement, parce que ce qu'ils attendent, c'est que vous expliquiez mais non, écoutez, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas, et vous rentrez à ce moment-là dans le système. Ne jamais dire ça, surtout ne jamais dire ça. Quand vous voulez vendre des œufs, vous n'allez pas dire mes œufs ne sont pas pourris. Évidemment que vous ne dites pas que mes œufs ne sont pas pourris. Ben, quand vous commencez à dire oui, mais je ne suis pas raciste, c'est comme si vous disiez mes œufs ne sont pas pourris. Il ne faut jamais dire mes œufs ne sont pas pourris, mes œufs sont frais. Et voilà, je crois que la pire des phrases lors d'un débat, que ce soit un débat en télé, en direct ou dans un cercle d'amis, c'est je ne suis pas raciste, mais je crois que ça, c'est la pire de toutes les phrases qui puissent exister. Beaucoup de monde le fait. Beaucoup de monde le fait. Ouais. Beaucoup de monde le fait. Il faut, justement, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et je dois dire qu'on devrait effectivement, j'invite vivement à regarder la vidéo de Red Pill et Camus, qui est tout à fait remarquable. Ouais, sur plein. Elle est très très intéressante cette vidéo. Très intéressant. Il y a un peu un contraste, quoi, un contraste de génération, un contraste de sexe, un contraste. Il y a beaucoup de contrastes, mais c'est formidable. Et ce qui m'a le plus intéressé, ouais, effectivement. Et je pense que ce qui est aussi très très intéressant, c'est si deux personnalités du même camp idéologique, hein, quand je parle de camp idéologique, c'est au sens large du terme, en tout cas qui suivent la même finalité, c'est-à-dire que dénoncer tout un tas de choses, notamment la submersion migratoire, ça doit quand même faire réfléchir sur les velléités politiques des uns et des autres. Si des gens qui sont sur le papier aussi lointains, comment peut-on expliquer que des formations politiques qui sont quand même relativement proches sur le papier n'arrivent pas à s'entendre à l'approche des échéances électorales? Ça, c'est un grand mystère. Oui, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est pas une question, c'est juste une petite. Vous dites aussi, voilà. Ouais. Vous dites aussi un truc intéressant et qui me paraît intéressant de développer parce que c'est assez mal compris le plus souvent. Les accusations, c'est le badge d'honneur. Alors je m'explique. Lorsque Marine Le Pen a reçu Steve Bannon pendant pas les élections présidentielles, mais en 2017, donc avant les élections présidentielles, il avait sorti cette phrase, effectivement. Et quand on vous traite de fasciste ou de raciste de la part de gauchistes, c'est un badge d'honneur. Ça avait été très très mal compris, d'ailleurs ça avait été détourné. Comment est-ce qu'on l'explique dans ce cas-là, que c'est un badge d'honneur, pardon? Au fond, si vous ne faites pas votre boulot, que vous soumettez au politiquement correct, on ne vous accusera pas de tout ça. Qui on accuse de tout cela? C'est ceux qui défendent des positions un peu en décalage avec la doxa dominante. Donc c'est ceux qui ont le plus de lucidité, disons le mot, et le plus de courage. Voilà. Et donc oui, c'est bien le badge d'honneur. Oui, je reprends tout à fait la formule de Bannon. Oui. Comment aujourd'hui pouvoir assumer le fait d'être critique vis-à-vis de l'islam, critique vis-à-vis de l'immigration, sans ne jamais tomber sous le coup des nombreuses lois et mémorielles et sur la liberté d'expression finalement? Vous savez, là, dans le débat entre Red Pill et Camus, mademoiselle Red Pill dit mais c'est scandaleux d'être condamné, et Camus dit non, c'est normal. Il est normal que le pouvoir remplaciste me condamne. Il est normal, je veux dire, Solzhenitsyn, il est allé au goulag. Voilà. Oui, nous, de ce point de vue-là, on est plutôt mieux traités. On n'est pas encore au goulag. Hein. Donc, mais oui, si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, vous risquez pas de passer devant la 17e chambre correctionnelle. Voilà. Mais ça fait partie des risques qu'on court à partir du moment où on s'exprime. C'est ça. Ce que vous dites dans votre livre, donc du coup, je le remontre pour ceux que ça intéresse, parce que là, on survole le livre de Jean-Yves Le Gallou, qui est vraiment très très intéressant, que vous pouvez lire à plusieurs reprises. Il est très très bien construit. Vous dites, l'une des premières choses justement, c'est de briser les tabous et de nommer les choses.
tout autant qu'il faut assumer ce qu'on pense, il faut nommer les choses, dire les choses, et c'est de cette manière que l'adversaire idéologique n'a plus d'aspérité pour pouvoir vous attaquer, pour pouvoir vous mettre dans les cordes, puisque si vous assumez complètement ce que vous êtes et ce que vous pensez, il est désarmé finalement. Ben, vous êtes sur le terrain des faits. Mm. Si vous dites qu'il y a une surdélinquance étrangère, vous êtes sur le terrain des faits. Bon, ben, il n'y a pas de raison de s'excuser de le dire, puisque c'est un fait. Voilà. Si vous dites il y a un certain nombre de lois sociétales qui sont imposées par une toute petite minorité, même une minorité d'une minorité, vous êtes sur le terrain des faits. Et donc, il n'y a pas de. Si vous commencez à vous excuser en disant mais j'ai pas voulu dire ça, ben non, c'est pas ça. Non, Mhm. il faut être ferme sur les prix. Et Voilà. sur le Je terrain des reprends faits, il y a mon aussi quelque chose histoire de... d'œufs. Mes œufs ne sont pas pourris et ils méritent le prix auquel je les propose. Ah, c'est une métaphore qu'on va retenir. Alors justement, sur ce terrain-là, que vous venez du terrain des faits, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est de démasquer les diabolisateurs. C'est ce que vous appelez démasquer les diabolisateurs, c'est qui sont-ils vraiment? Est-ce que finalement les pro-migrants ne sont pas des néo-esclavagistes, par exemple? Alors, je pense que si vous voulez, vous avez dans les pro-migrants, vous avez toutes les grandes entreprises type GAFA, type Uber, type Uber Eats, qui utilisent des esclaves. Voilà. Hein, parce que moi, il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise dans Paris que quand je vois des gens d'Uber Eats. Parce que les gens d'Uber Eats, bon, bah, il y a des Français, des étudiants qui ont besoin de ça pour vivre et qui sont concurrencés par des clandestins qui acceptent de payer 4 euros de l'heure. Voilà. Et donc, les immigrationnistes sont souvent de fait des néo-esclavagistes. Et puis, il y a tous ceux qui vivent de ça. Les associations, elles vivent même très bien. France Terre d'Asile, c'est une association très simple, c'est une association, ils ont commencé à 10. Et puis, ils ont développé tout un business de l'asile, et maintenant, ils sont 1000. 1000. Hmm. 1000. Ils vivent de quoi? De subventions publiques et de contrats avec l'État. Ils ont des intérêts, ils développent un business. Vous avez tout un tas d'avocats qui vont vivre en étant subventionnés par des associations, elles-mêmes subventionnées pour défendre à la photocopieuse des clandestins. Voilà. Il y a tout un petit monde, c'est ce que j'appelle l'économie de l'immigration. Euh, c'est pareil d'ailleurs dans un autre domaine qui est le climat. Il y a tout un discours sur le J'allais y venir, ouais. climat qui vise à favoriser ce qu'on appelle le greenwashing. Voilà. C'est Regardez, ça. je vais donner un exemple. Aujourd'hui, pardon, c'est un peu bobo, je commande des capsules Nespresso. Bon. En Et effet. je découvre, on essaye de me vendre les nouvelles capsules qui, au lieu de valoir 35 centimes, ce qui est déjà cher, sont à 65 centimes. Et la justification, c'est que c'est équitable et c'est écologique. Bon. Eh bien, si vous voulez, ça permet surtout de doubler le prix. Voilà. Et donc, il y a Ah ben, tout c'est un comme tas les de ramettes gens, de papier il y a, recyclé, ça coûte 2 fois plus cher que le papier blanc il y au a tout chlore. un tas de gens qui vivent du greenwashing aussi. Voilà. Et donc, bah, ma foi, et d'ailleurs, on voit très bien quelqu'un dont on entend moins parler en ce moment parce que le Covid a nuit à sa notoriété, c'est Greta Thunberg, qui est liée avec tout un tas d'entreprises, enfin, dont la famille est liée à toute une série d'entreprises qui travaillent dans le greenwashing, où vous avez les entrepreneurs d'éoliennes qui détruisent des paysages français et les paysages européens, d'ailleurs, de manière plus générale, qui vivent aussi de l'idéologie écologique et qui en vivent bien. Il y a des intérêts derrière tout ça. Est-ce que vous parlez de Greta Thunberg, ça me fait penser, est-ce qu'on peut dire que finalement les meilleurs diabolisateurs sont aussi les meilleurs culpabilisateurs? Oui, bah la culpabilisation est une arme absolument terrible. Hein. Alors aujourd'hui, on culpabilise l'homme blanc, pour faire simple, hein, les Européens en général et l'homme blanc en particulier, avec toute une série de thématiques. Hein. D'abord la Seconde Guerre mondiale, puis la colonisation, puis l'esclavage, et maintenant il y a aussi le climat. Quoi, voilà. Et donc tout ça, évidemment, très nocif parce que un peuple qui est culpabilisé, ben, il ne peut pas s'inscrire dans le futur. Il faut un minimum de confiance et de fierté de son passé
pour pouvoir espérer un avenir. Et donc, il faut refuser absolument, c'est un message important du livre, il faut refuser toute forme de culpabilisation. Comment on peut expliquer justement, depuis, 30 ou 40 ans, mais plus particulièrement depuis une 10 ou 15 ans, cette espèce de religion de la culpabilité ou même nos politiques, s'y mettent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On a vu, c'est les politiques célébrer des défaites napoléoniennes et refuser de célébrer des victoires, par exemple. La repentance sur la colonisation, la repentance sur l'esclavage, alors que si on regarde un tout petit peu, vous parliez d'instruction tout à l'heure, finalement les Africains et les Maghrébins ont été certainement des plus gros esclavagistes que les Occidentaux, en tout cas plus maltraitants. Comment on explique justement cette espèce de repentance permanente de l'Occident et en particulier de nos dirigeants français qui va à l'encontre de ce que la plupart des gens pensent? Oui, bah alors écoutez, ça, c'est une soumission à la doxa médiatique. Euh, mais c'est tout à fait insupportable. Il faut balayer la repentance. Il faut balayer la repentance. Voilà, ça c'est la première chose à faire. C'est fini. En C'est assumant fini. Et il faut assumer le passé, bah, bien sûr. et en s'instruisant, ouais. L'Europe a un passé colonial avec des heures, des moments de gloire, beaucoup d'apports, peut-être aussi des choses plus dures, plus contestables, bien sûr. Mais il faut assumer toute l'histoire et il ne faut absolument pas focaliser sur les parties les plus noires ou les plus critiquables. J'ajoute une chose sur l'esclavage. J'ajoute une chose sur l'esclavage qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les civilisations, à ma connaissance, On beaucoup en pratique tout cas, l'esclavage. ont pratiqué l'esclavage. Une seule l'a abolie, c'est la civilisation européenne. Alors on n'a pas de complexe à avoir. Voilà, ça c'est dit. Vous terminez votre livre, avec, le mot «courage», qui fait un lien magnifique avec le livre, et je pense que c'est fait exprès, avec le livre de François Bousquet, qui a également écrit un livre qui est un pont finalement avec le vôtre et inversement. Lui, dit voilà: «Il faut déjà avoir le courage d'assumer, le courage de dire, le courage d'être ce que l'on est et plus on sera nombreux à le faire et plus on pourra avoir des chances de gagner, d'imposer nos idées». C'est ça votre message de conclusion? Oui, oui, je crois. En tout cas, il faut essayer d'exprimer ses idées autant qu'on le peut, et en tout cas, il ne faut jamais, jamais, jamais dire le contraire de ses idées. On peut parfois Voilà. ne pas dire tout ce qu'on pense, mais il ne faut jamais, jamais, jamais dire le contraire de ce qu'on pense, parce qu'à ce moment-là, on renforce le camp adverse et on se déconstruit soi-même. Alors, j'ai encore pas mal de petites questions, mais on va conclure pour la partie du livre. Donc, je rappelle une dernière fois que ce livre, Combattre, alors je ne sais pas si c'est très clair, attendez, je vais me mettre en gros plan pour pour qu'on voit bien le livre. Jean-Yves Le Gallou, Manuel de lutte contre la diabolisation, aux éditions La Nouvelle Librairie. Il est au prix de 7 euros. Vous pouvez le commander sur leur site ou aller les voir directement si vous êtes sur Paris. Jean-Yves Le Gallou, j'ai encore quelques petites questions si vous avez un petit peu de temps pour rester avec nous. On est pas mal en direct là. Il y a des questions aussi des gens. Alors, pas trop longtemps encore, mais euh, comment vous voyez, vous, les élections? Alors, c'est pas une question de divination, hein, mais comment vous voyez les batailles politiques poindre pour 2022? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national a des chances de gagner? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que le véritable rassemblement politique est une de ces conditions? Est-ce que vous ne voyez pas, comme c'est mon cas, un péril, une vraie menace verte, enfin, une menace pastèque plutôt? Je crois que les pastèques, comme vous dites, c'est un votre refuge. C'est-à-dire qu'on peut construire la votre pastèque pour supplanter une abstention, une déception qui viendrait plutôt de la gauche ou de la République en marche. Ça a déjà existé, honnêtement, la menace pastèque, comme vous dites, elle a émergé aux élections municipales et aux élections européennes de 89, ça fait déjà 30 ans. Mais jusqu'ici, ils n'ont réussi que dans des élections européennes ou des élections régionales, jamais dans d'autres élections, contrairement à l'Allemagne, où il est assez possible que le prochain chancelier, ou plus exactement la prochaine chancelière, soit issu du parti écologiste allemand. Ça, c'est possible. En France, ça me paraît pas encore acquis. Ce qui est très grave chez les pastèques aujourd'hui, c'est qu'ils sont ouverts beaucoup moins par l'écologie que par l'islam, puisque dans toutes les mairies qu'ils ont prises, c'est une alliance entre un électorat, on va dire, bourgeois, conformiste,
et un électorat islamiste. Je ne sais pas si les bourgeois conformistes qui sont dans cette alliance ou dans cet alliage se rendent compte exactement de ce qu'ils font, ni de la manière dont ça risque de se terminer pour Mais eux. Mais c'est comme ça. mais il me semble, alors j'étais encore très jeune à l'époque, mais il me semble que c'est dans les années 90 que ça s'est joué. On a commencé à avoir une émergence de la qui c'était pas encore un parti politique, mais plutôt une espèce de groupe de pression, heu, écologiste et la question s'est posée: «Est-ce qu'on est de gauche? Est-ce qu'on est de droite?» Et là, on a eu alors de mémoire Noël Mamère, je crois, qui était, non pas Noël Mamère, si Noël Mamère d'un côté et de l'autre, Brice Becher. Lalonde, c'est ça? Et Non, Wechter. alors, oui, alors dans l'histoire écologique, si vous voulez, vous avez le premier représentant des Verts, c'était Wechter, qui était un écologiste, on va dire, assez fondamentaliste, attaché vraiment à l'écologie, à la nature. Et lors des élections régionales de 1992, on lui a demandé, est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec tout le monde contre le Front National? Et il a refusé de répondre oui, puisqu'il voulait rester positionné sur les questions écologiques. Et à ce moment-là, le système médiatique, le système financier a monté contre lui l'opération Génération Écologie avec Lalonde. Et depuis, il a continué de vivre, hein, puisqu'il continue d'être élu en Mmh Alsace mh. notamment, mais il a été brisé parce qu'il a refusé de rentrer dans la logique. Finalement, il a résisté à ce qu'on voulait obtenir de lui, à savoir qu'il se rallie à quiconque pouvait rendre le Front National inutile dans les majorités locales. À partir du moment où il a refusé ça, il a été diabolisé. Il n'a pas disparu, mais il a été marginalisé. Je parle de Wechter. C'est le prix du courage, ça aussi, mais l'histoire se C'est le prix du souviendra courage certainement plus de lui personnel, que mais des autres. c'est un vrai écologue Mmh. qui est vraiment attaché à la défense de la nature, à la défense des paysages, mais qui a été marginalisé. D'accord. Dernière question, on ne pouvait pas ne pas, aborder cette question-là, celle de la remigration, dont Oui, vous parlez assez souvent dans différents supports, comme je le fais également d'ailleurs, en réfléchissant sur les modalités, ce qu'est la remigration, quelle forme elle pourrait prendre, ses modalités. Est-ce que c'est aujourd'hui réalisable? Dans quelles conditions? Est-ce que vous quel est votre positionnement là-dessus, vous? bah, écoutez, je pense qu'il faut. Je suis pour une remigration, je vais dire, c'est peut-être un peu provocateur comme alliance de mots, une remigration Douce. pragmatique. Ah, oh, Voilà. c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut procéder par étapes. La première étape de la remigration, c'est l'arrêt de toute immigration nouvelle, ni au titre de l'asile, ni au titre du travail, ni au titre des étudiants. Euh, Immigration zéro. Ça, c'est la première étape. Voilà. Euh, Urgence identitaire, immigration zéro. À partir de là, vous engagez déjà une forme de remigration, puisque si vous ne laissez plus entrer personne, il y a quand même un certain nombre de gens qui ressortent. Et donc, vous rentrez déjà dans un processus de remigration. Et puis, il y a ensuite la remigration un peu plus vigoureuse, des délinquants, des clandestins, ça fait quand même du monde, hein, euh, éventuellement des chômeurs et des assistés sociaux. Bon, ça fait déjà une autre étape. Et donc là, vous avez quand même bien engagé le processus. L'étape, il faut bien reconnaître, la plus délicate, c'est sûr, mais ce n'est pas par celle-là qu'il faut commencer, c'est le problème des binationaux qui ont la nationalité française, mais qui est un simple papier et qui correspond ni à leurs sentiments, ni à leur culture, et pour lequel la remigration est un petit peu plus délicate. Mais commençons déjà par les deux premières étapes, et on verra ensuite pour la troisième. Il faut être pragmatique là-dessus. Voilà. Vous avez vu les Algériens, enfin l'Algérie est en train de préparer un projet de loi, je ne sais pas où ça en est, je ne me suis pas trop renseigné depuis quelques jours, mais pour la déchéance de nationalité des binationaux qui prépareraient des attentats ou qui auraient des provocations, des alliances avec les terroristes. En fait, ils sont en train de faire ce que nous, on ne fait pas, alors que là, c'est prévu par la loi. Oui, ben, nous, on applique. Enfin, si vous voulez, le problème, en fait, la France, il y a eu un coup d'État, il y a eu un double coup d'État en France, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, qui ont pris le contrôle, sans aucune responsabilité politique, qui ont pris le contrôle de la politique d'immigration et qui imposent, qui ont rendu inopérants tout un certain nombre de dispositifs tout à fait raisonnables, et notamment
celle qui consiste à déchoir de la nationalité les gens qui se conduisent de manière hostile au pays dont ils ont la nationalité, en même temps qu'une autre d'ailleurs. Bien. Bah, écoutez, Jean-Yves Le Gallou, je vous remercie beaucoup pour ces 45 minutes passées avec nous pour nous parler de la lutte contre la diabolisation. Je rappelle que ceux qui ont été intéressés ou qui le seront lorsqu'ils revisionneront en replay cette vidéo peuvent acquérir ce livre pour la modique somme de 7 euros. Voilà, le manuel de lutte contre la diabolisation, disponible à la Nouvelle Librairie et sur Internet. 7 euros, voilà. Ça fait environ 60. Moi, je l'ai lu, alors il est très très bien écrit, donc je l'ai lu rapidement. Et je l'ai d'ailleurs lu une deuxième fois pour vraiment retenir tout ce qui était dedans. Voilà, écoutez, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très très bientôt. En attendant, je vous... attendez, voilà. En attendant, moi, ce que je vous dis, c'est à très bientôt également, puisque dans les prochains jours, je vais recevoir, alors, pas forcément dans l'ordre, mais il y aura Daniel Conversano, Laurent Alexandre, Damien Rieu, Stéphane Ravier et encore d'autres surprises. Voilà, donc je vous Eh ben, dis c'est un beau à très programme. bientôt. Voilà, c'est un joli programme. Je pense qu'on va bien Joli s'amuser, programme, joli on va programme. pouvoir bien discuter. Voilà, je vous dis à tous à très très bientôt et puis n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, c'est super important pour l'algorithme YouTube, sinon la chaîne ne va pas vraiment monter et vous abonner si le concept vous plaît et en parler autour de vous. Voilà, merci et à bientôt. Merci.